Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence de C'est positif. Aujourd'hui, vendredi 20 novembre, C'est positif qui va être consacré à un magnifique projet, les champs libres, 19 logements, et on va avoir deux aspects, à la fois le côté logement social participatif et puis des éléments constructifs particulièrement intéressants en termes de construction durable, avec une construction en bois-paille. Pour commencer, un petit mot sur ce qu'est C'est positif. C'est positif, c'est la revue de projet de la construction durable en Pays de la Loire, portée par trois partenaires qui sont l'Alliance HQE GBC, l'Union régionale des CAUE des Pays de la Loire et aujourd'hui en particulier le CAUE de Loire-Atlantique avec Loire-Atlantique Développement et Novabuild. Nous avons trois objectifs dans cette revue de projet qui sont de faire monter en compétences l'ensemble des acteurs de la construction sur les questions de construction durable, de valoriser les projets de construction durable, et aujourd'hui on a un projet qui est particulièrement intéressant dans ce sens-là, et puis de faire progresser l'ensemble de la profession. Donc c'est un espace d'échange et on va vous inviter les uns et les autres à profiter de cet espace d'échange dans le chat, à poser des questions. Je serai votre porte-parole auprès des différents intervenants. Et puis, puisque vous êtes nombreux aujourd'hui avec nous, on vous invite aussi, si vous le voulez, à nous proposer des projets. Les projets sont ouverts à toutes et à tous à partir du moment où les réalisations sont en Pays de la Loire. Donc, que vous soyez adhérent ou pas adhérent à nos structures, peu importe. C'est ouvert à tout type d'ouvrage. Aujourd'hui, on va avoir plutôt un ensemble de bâtiments, mais ça peut être aussi des infrastructures, des aménagements, et dans toutes les phases de programmation, livraison, exploitation. Le mode d'emploi, donc vous nous présentez votre projet, vous déposez un projet qui sera examiné, et tout à l'heure on va avoir le retour par trois experts qui sont désignés par les trois structures dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis se déroule la revue de projet que l'on organise aujourd'hui, qui se déroule en 2 temps, et à la suite de cette revue de projet, nous allons avoir aussi une communication puisque le projet rentrera ou pas dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire. C'est vous, dans le public, qui déciderez de cette suite. Nous utilisons un cadre de référence qui est le cadre de référence de l'Alliance HQE, et vous verrez, en fait, c'est une sorte de grammaire de compréhension du projet, et les intervenantes tout à l'heure se fieront à ce cadre de référence pour nous décrypter leur projet. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. Nous aurions dû être au sein de Architect at Work sur le Parc Expo de Nantes, qui devait se dérouler les 19 et 20 novembre. C'est un salon dont Novabuild est partenaire déjà depuis quelques éditions, mais malheureusement, pour les conditions que vous savez, ça n'a pas pu se dérouler. Il y a une version en ligne qui se déroule toute la journée d'Architect at Work. Donc, nous vous invitons à la fin de cette séance de poursuivre les échanges avec nos amis d'Architect at Work. Donc, maintenant, sans plus attendre, je vais appeler nos trois intervenantes à venir nous rejoindre sur scène. Donc, si vous voulez bien tout de suite nous rejoindre, Célia Jajolet, vous êtes responsable de programme à la coopérative MFLA GHT. Chantal Arté, vous êtes responsable de programme chez Atlantique Habitation, et Marie Perrin, vous êtes architecte associée chez TICA, architecte et urbaniste. On voit que votre projet Les Champs Libres est en phase de conception. Peut-être le chantier a-t-il démarré, peut-être là, l'information n'est pas complète. Donc, vous nous raconterez tout ça. Vous avez une vingtaine de minutes pour nous faire une présentation du projet, et ensuite nous aurons de nombreux échanges avec les différents intervenants. À vous la parole. Merci. Donc, bonjour, moi je suis Célia Jajolet, je suis responsable de programme au sein de la Maison familiale de Loire-Atlantique, qui est une coopérative HLM et qui réalise des projets de construction de logements dans le cadre de l'accession abordable. Pour faire un rapide retour en arrière sur la jeunesse de ce projet, mai 2016, la ville de Nantes lance une consultation sur l'îlot Ripostière, qui est quartier Nantes Sud, avec 5 objectifs principaux: de faire de l'habitat participatif, de la mixité sociale, un mode constructif durable et innovant,
d'atteindre l'équivalent du niveau 2 du label bâtiment biosourcé, tout ça sur un terrain vaste en cœur d'îlot, très arboré et avec une petite maison à rénover. Donc à cette consultation, nous répondons Maison familiale de Loire-Atlantique avec notre partenaire bailleur social locatif Atlantique Habitation, TICA Architecture représentée par Marie Perrin aujourd'hui. Nous décidons de présenter un projet qui aura la particularité d'avoir des murs ossature bois avec de l'isolation en paille, tout ça 100% habitat participatif avec l'accompagnement de notre AMO qui est Wigwam, Marika Frenette et son équipe. Donc nous sommes désignés lauréats de ce projet juillet 2016. Donc, ce projet maintenant s'appelle Les Champs Libres, c'est le nom qui a été donné par les habitants. Il est composé de 19 logements, 13 en accession abordable PSLA, 6 en locatif social, 2 PLAI et 4+, et donc cette petite maison à rénover. Effectivement, nous sommes en cours de chantier et on devrait pouvoir livrer l'opération au 2e trimestre 2021. La suite? Excusez-moi, problème de mettre le micro, on avait répété. Donc sur les acteurs de ce projet, 2 maîtres d'ouvrage, Célia Liadi, MFLA Atlantique Habitation, et avec Wigwam pour la partie habitat participatif. Donc en amont du projet, dès le début du projet, il y a eu donc une première réunion pour choisir les habitants, un premier atelier pour choisir les habitants de ce projet qui habiteront en accession abordable. Donc les habitants ont été un acteur important du projet. Au niveau des locataires, locatifs sociaux, c'est les services d'Atlantique Habitation en fonction des sujets qui ont représenté les locataires, car c'était difficile à ce stade de pouvoir déterminer qui habitera le logement. Donc ensuite une équipe complète de maîtrise d'œuvre avec TICA comme mandataire et tous les autres co-traitants que vous pouvez lire à l'écran. Le marché a été passé en corps d'état séparés et on peut quand même noter que l'entreprise LCA, les charpentiers de l'Atlantique, ont été titulaires de 2 lots, les menuiseries extérieures, avec également le lot mur à ossature bois, charpente, isolation paille et bardage, ce qui a été très constructif au niveau du montage de l'opération et au niveau des études et du chantier. Et puis, vous avez toute la liste des entreprises, tout aussi importantes les unes que les autres, qui interviennent dans le chantier. Des informations clés, donc 1453 mètres carrés de chab, 1000 mètres carrés pour l'accession abordable, 368 mètres carrés pour les logements locatifs sociaux et des espaces partagés. Le coût global de l'opération est de 2 475 000 €, dont 360 000 € pour les VRD et les espaces verts, ce qui correspond à 1 700 € par mètre carré de chab. Et si on regarde que le coût bâtiment, on est environ à 1 455 € par mètre carré. Le prix de vente des logements, 2 500 € du mètre carré, compris les espaces partagés. On est dans l'accession abordable et pour les loyers, on est dans les loyers conventionnés APL. Le chantier va durer 18 mois. Il a démarré en juillet dernier et va être livré au 2e trimestre 2021. Marie. Merci. Donc, concernant le site, il se trouve qu'on est dans un cœur d'îlot qui est à proximité du centre-ville, puisqu'on est Nantes-Sud, près de l'hôpital Saint-Jacques. Donc, c'est vrai que la position déjà est intéressante de ce point de vue-là. On est donc sur une parcelle avec beaucoup d'arbres remarquables, de qualité, avec notamment un espace boisé classé. Donc, ça en fait une parcelle donc avec beaucoup d'attrait, on va dire, dans son environnement. Voici une photo notamment avec les futurs habitants lors des ateliers donc participatifs où on peut mieux comprendre le boisement de la parcelle et aussi le rapport au contexte. Donc, puisqu'on est plutôt sur des
maisons en rez-de-chaussée avec comble, et on a également des maisons en R+1 plus comble sur le boulevard Joliot-Curie. Donc on voit ici qu'on a travaillé notamment suite aux ateliers avec les habitants sur la répartition des logements et les formes que ça pouvait produire. On a notamment la maison d'accroche existante donc sur le boulevard Joliot-Curie qui va être rénovée. Et ensuite on a 5 entités bâties qui se déroulent sur le site avec dès l'entrée de site les stationnements aériens, qui permettent donc vraiment de bien regrouper les véhicules et de ne pas avoir de traversée sur le site. On a sur les périphéries du site plutôt du rez-de-chaussée avec des maisons à patio. Et puis en cœur de site, on est monté en R+1 plus comble quand c'était possible. Donc on est vraiment au maximum des réglementations. Et l'idée, c'était vraiment de créer un esprit village dans la répartition de ces formes et de ces volumes architecturaux. Donc voilà un petit résumé de ce que nous ont raconté donc les diapos passés précédemment. Et je vais passer, parce que c'est plus compréhensible, directement donc sur les visuels. Donc les 5 entités donc bâties, donc on est sur du logement intermédiaire, donc avec une partie, je vous disais, maison patio et logement collectif. On est sur des logements traversants. On voit ici dans les coloris la répartition des logements entre donc locatif, social et accession, ce qui permet de voir qu'on est vraiment très mixé. Et on voit notamment en vert les espaces communs, puisqu'on a travaillé sur plusieurs ateliers d'ailleurs avec les habitants sur la définition des espaces communs qui représentent 6% donc de leur surface habitable, donc c'est au prorata des typologies. Et il est ressorti d'avoir des espaces communs du type une salle commune pour pouvoir se retrouver avec une cuisine commune, des locaux de vélo bien évidemment, une buanderie aussi commune. Et puis, à l'étage, il y a aussi un séchoir et puis une terrasse commune. Voilà. Donc sur les matériaux, donc il a été fait le choix de proposer donc des matériaux biosourcés donc en partie, puisqu'on est à 50% en panneaux bois paille et à 50% donc sur un squelette béton. Donc on a des dalles en béton avec des poteaux et des refends béton et certains murs de refend donc en briques. On atteint la performance donc RT 2012 moins 10%. Il y a notamment des panneaux photovoltaïques qui seront positionnés donc sur le toit du carport, qui sont en location. C'est un système notamment avec l'association Cowatt et qui permettront d'ici 10 ans de pouvoir faire une autoconsommation sur site pour les habitants. On est plutôt sur panneaux rayonnants et ballons thermodynamiques pour les énergies, mais on a aussi des réservations pour les poêles à bois pour que chacun puisse s'en installer un. On a vraiment ce travail important de conservation des arbres existants qui nous permet aussi de non seulement de proposer un cadre de vie assez exceptionnel, mais aussi de favoriser la biodiversité. Et il y aura également la création d'une parcelle de jardins de potagers familiaux sur une partie du site. Les habitants ont choisi de planter, il y aura d'ailleurs un atelier participatif à ce sujet-là, planter plutôt des espèces comestibles. Et ils se sont aussi engagés eux-mêmes à réduire leurs déchets. Ils ont fait un dossier très sérieux sur le sujet, ce qui nous a permis aussi de réduire une partie des surfaces des locaux de poubelles, qui était assez important dans les espaces communs. Et enfin, pour finir, il y a sur le site, il y a un cheminement existant piéton qui permet notamment de relier à l'école, qui sera conservé. Donc, aménager, conserver et rétrocéder à l'espace public. Alors, sur le troisième volet de la grille HQE, la partie management responsable, qui est l'intervenante? Donc, c'est moi qui vais poursuivre. C'est un projet qui est concerté. On l'a déjà vu avec les futurs habitants, on en a parlé. Mais aussi, on a eu diverses concertations et divers échanges avec, bien sûr, les services de la ville, les services instructeurs, les services de Nantes Métropole, puisqu'il y a une partie de la voie qui va être rétrocédée, mais aussi les riverains,
Ça a été des échanges importants et les riverains ont regardé un petit peu les hauteurs des bâtiments par rapport à la limite séparative, mais aussi les vues depuis leur logement. Donc, le projet a évolué suite à ces échanges. On a eu des réunions avec l'école, qui est juste à côté, les parents d'élèves, les promenades piétonnes pour aller jusqu'à l'école, et aussi des réunions avec le SEV pour la conservation des arbres magnifiques du site, mais aussi pour la création d'un jardin potager participatif avec l'ensemble des riverains. Bien sûr, on s'est formé en continu sur ce projet, on est monté en compétences, autant la maîtrise d'ouvrage que la maîtrise d'œuvre. Pour moi, c'est mon premier projet bois-paille. Donc, on s'est quand même appuyé sur des entreprises et des partenaires engagés. J'ai déjà cité LCA, on peut parler aussi de Profibre qui est le fournisseur de paille. Et toutes ces entreprises sont très proactives et motivées pour participer sur le projet. On a bien sûr tenu nos engagements de mixité et de participation avec les habitants. Le projet a fait l'objet de contrôles réguliers et les contrôles qu'on fait habituellement, mais aussi des tests de vérification du taux d'humidité de paille. Célia. Sur ce projet, effectivement, au-delà de l'objectif du mode constructif durable et innovant, il y avait effectivement la partie habitat participatif qui était très importante. Donc, dès novembre 2016, on a, avec l'aide de Wigwam, organisé une réunion publique qui permettait, entre guillemets, de recruter nos habitants. Il y a eu, c'est vrai, un fort succès sur cette opération-là. Et pendant 6 mois, on a donc pu organiser des ateliers de travail avec eux. La maîtrise d'œuvre, Atlantique Habitation, qui était là comme un futur habitant. Donc, Chantal Arté a participé à tous les ateliers, et moi, Marie Perrin et Charles Coiffier à l'époque qui étaient sur le projet. Donc, en tout, dès le démarrage du projet, on avait déjà 11 familles. Effectivement, il en manquait 2. Elles sont arrivées plus à la fin. On a fait 6 ateliers de travail, 2 de gouvernance, 3 de conception et 1 sur l'aménagement des espaces extérieurs. Et puis, on a aussi proposé en plus un entretien individuel avec chacun de nos habitants, entre TICA et chacun de nos habitants pour bien travailler sur l'espace créatif. Pendant ces ateliers de travail, donc sur la volumétrie, sur les espaces communs, l'utilisation, la définition, les habitants ont donc travaillé sur ce qu'ils voulaient comme espace commun. Donc, Marie me le disait tout à l'heure, le choix de la buanderie, du séchoir, de la salle commune, ça vient vraiment d'eux. Après, au-delà de ces ateliers, nous, on a poursuivi le travail avec eux et donc notamment avec les 2 dernières familles qui sont arrivées tout à la fin de ces ateliers. Je ne me rappelle même pas, je crois qu'ils n'ont même pas participé aux ateliers. Et là, on les a vraiment impliqués sur notamment la rédaction du règlement de copropriété parce que c'est vrai que c'est important de concevoir le projet, mais vivre dans la résidence, c'est vraiment un point qui est extrêmement important. Et donc là, on les a associés tout au long de cette étape-là. On est encore en train de finaliser ce sujet. Alors, puisqu'on est en chantier, voici quelques images, notamment qui permettent de montrer un peu la mise en œuvre des panneaux bois-paille, puisqu'on est sur des panneaux donc préfabriqués. La paille a été récoltée dans un rayon de moins de 100 km autour du projet. Elle a été stockée donc dans un hangar proche de l'entreprise, donc LCA. Il y a eu une mise en œuvre, notamment avec Profibre, qui a formé une entreprise de réinsertion et donc les équipes de LCA pour pouvoir donc bien mettre en œuvre la paille dans les panneaux. J'ai moi-même aussi été contrôlée voilà, avec ma formation personnelle. Et puis les rebuts étaient envoyés ensuite chez un agriculteur pour pouvoir faire voilà, utiliser. C'est là. Voilà, donc on voit les panneaux donc qui arrivent sur le chantier. Donc là aussi, hein, il y a eu du travail avec l'entreprise parce que c'est assez lourd, assez volumineux comme panneau par rapport à un panneau classique. Donc on a tout mis en œuvre pour aussi bien les protéger et que la paille puisse rester au sec. Donc voilà une mise en œuvre. Donc là, on peut comprendre notamment la répartition aussi entre les panneaux donc bois paille et les murs de refend en briques.
Voilà, voici aussi quelques détails qui permettent de mieux comprendre comment ça peut s'insérer, notamment au niveau des surbaux et avoir un complément d'isolation. Et la mise en œuvre, donc en ce moment on est en train de mettre en œuvre les bardages. Donc là il y a vraiment une vérité structurelle dans le sens où on a des bardages bois sur les murs ossature bois paille et puis on est enduit au niveau des murs en briques. On est sur un bardage en Douglas purgé d'aubier, brut de sillage, qui est posé donc de façon aléatoire avec un rythme et une lame d'air. Voici une autre photo en cours d'avancement. Et puis les espaces communs, là, on voit notamment la buanderie et le séchoir qui se superposent, auront un bardage à clin à l'horizontale pour aussi les mettre en valeur dans la composition architecturale globale. Voilà, bon, ça c'est une petit clin d'œil parce que c'est quand même agréable aussi de pouvoir aller sur son chantier qui est à proximité, en centre-ville, avec un moyen de locomotion plutôt durable. Et puis, je vous laisse la main pour la suite. Donc, alors là, on va effectivement faire un petit résumé très rapide des points forts économiques et sociaux de cette opération. Son vrai point fort, c'est sa localisation. Alors certes, c'est sud de Nantes, mais ça reste le centre-ville de Nantes dans un îlot extrêmement préservé, très boisé. On a l'impression vraiment d'être à la campagne en seconde frange de la ville et pourtant à proximité des commerces, de toutes les commodités, du tramway qui est juste à côté, des écoles et des équipements publics. Sur ce projet, on a en tout cas, notre objectif, c'était de faire vraiment émerger une vie sociale au sein de la résidence, mais aussi avec les voisins, donc avec les futurs espaces de jardin qui seront réalisés par le SEV. Et au sein de notre opération, le groupe est vraiment très solide et très soudé et se réunit très souvent pour discuter ensemble sur les sujets de fonctionnement de la future résidence. Et puis, effectivement, on a mixé les différents types de financement entre de l'accession abordable et du locatif social et la maison qui sera revendue en libre pour le coup. On n'en avait pas parlé. Donc, ces logements sont destinés à des personnes de faible revenu. Donc, les loyers sont encadrés, mais nous sommes très vigilants à ce que les charges locatives… Votre micro n'est pas très très bon. Est-ce que vous pouvez vous approcher ou rapprocher, parce que je crois que vous avez un petit… rapprochez votre micro de votre visage. Donc, je disais, les loyers sont encadrés. Nous sommes très vigilants à ce que les charges locatives ou de copropriété soient les plus faibles possibles. Alors, cela passe par un logement très performant au niveau de l'enveloppe. Donc là, vous avez pu voir que tout ce qui était mis en œuvre était très performant. Le B-Bio est de moins 30% à moins 43%. Et on fait le choix d'équipements techniques qui demandent le moins de maintenance possible. Donc, sans les panneaux photovoltaïques, le bâtiment est RT 2012 sans souci. On a choisi le chauffage électrique, donc il devrait y avoir peu de besoin de chauffage, donc des équipements très simples, des convecteurs très performants et puis des poêles à bois qui pourront être ajoutés pour les accédants. Pour le chaude sanitaire, un ballon thermodynamique. Et des énergies renouvelables. Le montage opérationnel, on est en copropriété. Atlantique Habitation a un syndic de copropriété qui a été présent à diverses réunions avec le géomètre et pour la rédaction participative du règlement de copropriété. Et on s'est beaucoup posé la question de limiter les charges et de tout le bâtiment. Il vous reste 1 à 2 minutes. Parfait. Eh ben, je vais terminer en disant qu'en effet, sur ce projet, donc la particularité, c'est qu'on est sur du logement en accession et en locatif social, qui est en participatif. Donc, il y a eu vraiment un travail important et extrêmement intéressant de fait sur les ateliers où nous-mêmes, toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, on a été intégrés dès le départ, même au moment où on n'était pas forcément en train de travailler directement sur le projet. Donc ça, c'était, je pense, vraiment un plus
cette démarche. On avait proposé donc cette construction innovante bois-paille qu'on a pu tenir donc jusqu'au bout, qui est en train de se réaliser. Donc là, c'est une vraie réussite. D'autant plus qu'on a quand même une parcelle à la base assez contrainte de par sa volumétrie, de par ces arbres présents, qui sont d'ailleurs une qualité, mais aussi une contrainte. Et puis avec des enjeux économiques assez restreints, puisqu'il fallait, c'était limité en termes de prix de sortie. Donc, ce qu'on a appris de ce projet, notamment, c'est, on a pu se former. Toute l'équipe a été formée donc en Propaille, l'entreprise également. Donc, ça nous a permis d'apprendre beaucoup sur cette technique constructive. On a appris bien évidemment sur la concertation, qui était importante de par les ateliers participatifs, mais aussi de tous les acteurs autour du projet. Pour pouvoir avoir une facilitation et une adhésion aussi au projet. Ça nous semble vraiment important d'appuyer ces points-là pour faciliter le projet pour d'autres projets à venir. On a été vigilants tout au long du projet à garantir l'équité. Même nous, des fois, entre les habitants, on essayait vraiment de bien faire attention à cette équité. Ça nous semblait vraiment très important pour l'entente aussi du projet et sa réussite. Et puis aussi la notion de temps. C'est vrai que c'est un projet qui est finalement assez long, puisque il existe depuis 2016 et il va bientôt sortir. Il n'est pas encore terminé. Néanmoins, c'est vrai que ce temps, même s'il y a peut-être des temps qu'on aurait pu réduire, puisqu'ils sont pas forcément dus à nous-mêmes, on pense que c'était important aussi de prendre le temps de pouvoir bien poser tous les enjeux du projet pour garantir sa réussite. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, on vous remercie énormément parce qu'en plus, vous êtes 3 intervenantes et vous avez tenu parfaitement dans les temps, ce qui est déjà une belle performance. Et puis, l'autre performance, forcément, c'est la qualité de votre projet. Alors, comme vous le savez, dans C'est positif, on a ce qu'on a appelé des experts. En fait, c'est vos pairs, des professionnels qui se sont penchés sur votre projet, à la fois venant de l'Alliance HQE GBC, William Matalou, qu'on va voir dans quelques instants nous rejoindre, Philippe Devy, qui est expert désigné par Novabuild et qui est dans la salle en ce moment, et puis Clémentine Lair pour Loire-Atlantique Développement, qui va venir nous rejoindre tout de suite. Et comme on dit à la télévision, et qui va vous poser la première question. Mais il faut encore qu'elle arrive à nous rejoindre. Alors, le temps qu'elle vienne, moi, je vais vous peut-être poser la première question qui est arrivée, c'est pourquoi la paille? Comment c'est arrivé? Qui l'a choisi? Dans le participatif, on ne vous entend pas dire que les habitants ont choisi la paille. Donc, c'était apparemment préimposé. Voilà. Alors, pas du tout. En fait, dans la demande qui était faite par notre métropole, il était demandé de travailler, de proposer un système donc innovant biosourcé, un système constructif. Il se trouve qu'on a commencé à travailler avec GHT à l'époque. Nous, on avait déjà expérimenté un peu la paille en 2013, mais la filière n'était pas encore très développée. On n'a pas pu aller au bout du projet. Et donc, quand je me suis renseignée sur le sujet, notamment Atlambois m'a donné pas mal d'informations. Il se trouve que la filière était prête. Et elle était prête pour répondre à ce genre de projet. Et donc, le GHT a tout de suite adhéré à ce système constructif. Et quand on a rencontré les habitants, on leur a tout de suite présenté le fait qu'on souhaitait proposer un projet en paille, en bois paille. Donc, c'est aussi une forme d'adhésion, entre guillemets, qu'ils aient candidaté pour ce projet. Mais également, quand on a fait les ateliers et quand est arrivée la question des systèmes constructifs, on a remis le sujet sur la table pour le re-questionner, et il a eu vraiment une adhésion à l'unanimité. Donc, c'est pour ça qu'on a poursuivi sur cette solution. Clémentine, si vous permettez, puisqu'on a commencé sur la paille, j'ai 2-3 questions sur ces points-là, et puis après, on va aborder peut-être la question de l'insertion dans l'environnement, mais je continue là-dessus. Pourquoi est-ce que justement la paille représente que 50%, puisque vous avez souligné l'intérêt de la paille dans le projet, et puis après certains se disent mais à ce moment-là, pourquoi 50%? Oui, on aurait aimé faire plus. Donc, il y a plusieurs contraintes en fait qui nous ont amené à ça. La première, c'est qu'on était limité en termes de gabarit du PLU. Donc, c'est-à-dire que si on partait sur un tout bois, par exemple, on avait des complexes, notamment au niveau des planchers, qui étaient beaucoup plus forts. Et donc, on n'arrivait pas à, en gros, faire vivre tous nos habitants. On n'arrivait pas à faire suffisamment de logements.
Donc ça, il y avait cette contrainte-là de pouvoir avoir vraiment des hauteurs très contraintes et donc des planchers plutôt fins. Il y a aussi la contrainte de l'acoustique où on était un peu sur un inconnu. Alors on a un bureau d'études acoustique Symbiance avec nous, mais on est un peu sur une inconnue aussi au niveau de la gestion de ces planchers et les habitants étaient très inquiets par rapport à l'acoustique éventuellement de plancher bois. Donc, on a vite été sur la solution des planchers béton. Et puis, après, donc, il y a aussi le fait de contreventer ces planchers donc avec les refends. Donc, c'est technique. Hein. Et puis, bien évidemment, il y a les prix de sortie qui sont plafonnés. Et donc, l'économie du projet ne nous permettait pas d'aller en 100% bois-paille ou même bois avec un autre isolant et paille. Et toujours dans cette question de la paille, sur les contraintes techniques, certains se posent des questions sur l'humidité. Comment est-ce que vous avez géré ça? Alors, on l'a vu, vous l'avez géré par le travail en atelier. Vous l'avez dit vous-même, Marie, qu'il y a eu une attention pendant le chantier, mais dans le fil du temps, par vapeur, par pluie, qu'est-ce qui est choisi en fait? Oui, alors en fait, on calcule, alors là, pour le coup, ça va être un peu technique, mais on calcule des SD, donc on apprend ça pendant la formation ProPaille. Donc, bien évidemment, comme l'entreprise est formée, elle calcule son SD, donc c'est les coefficients en fait de transmission au travers des panneaux. Donc, ça veut dire que les panneaux qui ferment le panneau bois sont calculés en fonction. Nous, on le vérifie aussi de notre côté avec nos bureaux d'études. Donc, ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de risque en fait de moisissure. Si c'est ça, en tout cas, la question, hein, c'est ce que j'entends. Au niveau de la protection sur le chantier, au début, c'est vrai que dans la formation, on nous proposait pas forcément de venir mettre un panneau en extérieur, mais seulement à pare-pluie. Et c'est vrai que là, en discutant avec l'entreprise, ne serait-ce que pour des problématiques de manutention et vraiment pour protéger, on avait la crainte par rapport à des intempéries pendant l'installation des panneaux. On a proposé de plutôt installer voilà, ces panneaux supports de protection. Il y a eu aussi, bien évidemment, de la pluie quand les panneaux étaient installés. Donc là, on a fait très attention aussi. Et il y a eu des contrôles qui ont été faits là où on avait éventuellement des doutes peut-être sur des infiltrations d'eau. On sait tous comment ça se passe. Ça se fait pas non plus tout de suite les uns derrière les autres, notamment au niveau des étanchéités et des couvertures. Donc, bien évidemment, on a été extrêmement vigilants et là, l'entreprise LCA a bien joué le jeu de ces tests sur ces sujets-là, donc on est assez confiant. Et puis, et restons là-dessus sur la question des matériaux. Il y a la brique. Certains se demandent pourquoi est-ce qu'elle est venue. Est-ce qu'elle est venue pour renforcer les aspects structurels? Est-ce que… C'est du refend, en effet. C'est tout à fait structurel. Oui, oui. Ok, très bien. C'est pour le contreventement. Parfait. La structure. Alors peut-être qu'on reviendra sur les questions de matériaux tout à l'heure, mais Clémentine, je pense qu'avec le jury, vous vous êtes posé aussi pas mal de questions sur l'insertion dans l'environnement et ce projet d'une façon globale. Donc peut-être que vous voulez nous rapporter un peu les échanges que vous avez eus. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Tout va bien? Oui. Très bien. Parfait. Donc Clémentine Lair, je travaille au CAIE 44, je suis chargée d'études. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation de ce beau projet qui entre vraiment, je pense, en résonance avec les défis majeurs, l'aménagement, la construction contemporain, qui vise pour demain au moins à réduire massivement l'artificialisation des sols et donc à concilier, si possible, densité bâtie et l'intensité qu'elle suscite avec le respect des intimités de chacun. Comme préalable en fait à ce pouvoir de vivre ensemble. Donc on a évidemment effectivement un projet qui est vraiment qualitatif, qui s'implante en second rideau, donc de cet axe Joliot-Curie qui est caractérisé par une implantation, une forme urbaine et une forme architecturale assez traditionnelle et marquée par notamment des maisons architectes bourgeoises. Donc on a une insertion assez discrète qui vient en cœur du lot, respecter effectivement les aménités qui sont déjà présentes, à savoir ces grands sujets, ces arbres, les petits espaces boisés classés, mais aussi, si je comprends bien, certains cheminements qui permettent aussi de tramer l'îlot. Un espace de stationnement effectivement regroupé au nord, qui peut effectivement, les deux T2 qui sont au nord, qui peut effectivement être un peu moins qualitatif par rapport à ce rapport au stationnement, mais de manière générale, ça permet vraiment
ménager un îlot vraiment très, 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 très apaisé et très agréable. Donc, c'est vraiment un îlot, je pense, qui sera très qualitatif à vivre. Donc, première petite question par rapport justement au traitement de l'enveloppe, mais aussi des seuils et des transitions espace collectif, espace intime sur cette opération. Donc, au niveau de l'enveloppe, on a une enveloppe qui est, on le voit, on l'a vu dans les axos, qui est dessinée, qui présente des ouvertures assez assez modeste sur sa façade principale, mais qui vient en creux vraiment s'ouvrir, donc des façades vraiment bien dessinées. Et première question sur ces enveloppes, comment vous avez réussi du coup à conjuguer cette performance énergétique qui est remarquable au niveau des parois, mais aussi l'implantation dans un tissu constitué, marqué par des implantations et des formes architecturales plutôt traditionnelles. Et du coup, comment y amener un confort de vie aussi pour les habitants dans ce contexte d'un îlot qui est quand même assez densément bâti et donc qui peut être aussi pénalisé par les masses bâties et l'ombre projetée qu'elle suscite. Donc, première partie de la question. Alors, qu'est-ce qui veut répondre? Moi, je peux répondre si vous voulez. Donc, c'est vrai qu'on a, c'est juste ce que vous avez dit, c'est que c'est assez dense, mine de rien. Et que l'idée, c'était aussi que chacun puisse y avoir, qu'on puisse préserver l'intimité de chacun tout en proposant des espaces collectifs en commun. Ça, c'est vraiment un travail qu'on a fait. Donc, il y a eu plusieurs ateliers avec les habitants où on a même travaillé, donc c'est Wigwam qui nous encadrait sur des petites maquettes. L'idée, c'est que tout le monde puisse aussi se familiariser avec l'échelle du site, avec les volumétries aussi que ça peut produire, et qu'on puisse déterminer ensemble les relations espace extérieur privatif et espace extérieur et même intérieur collectif. C'est pour ça d'ailleurs, vous voyez que les espaces, vous avez vu, les espaces collectifs sont assez parsemés. On n'a pas forcément un endroit où ils sont regroupés. C'était aussi la volonté des habitants d'avoir plusieurs petits espaces et que ce soit pas vraiment en lien avec une seule entité, ce qui permet aussi d'éviter les distances trop fortes qui pourraient contraindre l'utilisation de certains aussi. Ne serait-ce que pour le principe de la buanderie, par exemple, ce soit pas trop loin. Et puis, c'est vrai qu'on est sur des volumes très découpés, ce qui permet de générer des intimités. En fait, les espaces extérieurs, c'est notamment, on le voit sur les terrasses. Les terrasses jouissent d'une grande intimité du fait de ce découpage des volumes. Pour autant, on a travaillé avec le bureau d'études pour qu'on soit le plus compact possible. Malgré avec cette directive qu'on avait. Et je pense que le résultat, en tout cas, fonctionne assez bien. De ce point de vue, on s'est posé la question de la partie centrale. On se demandait pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis quelque chose de plus, un espace collectif plus partagé dans la partie centrale de l'îlot. Alors, il n'y a pas vraiment de centre dans l'îlot. On est vraiment sur un village dans le sens où on avait fait l'exercice avec les habitants de faire une petite placette commune avec un bâtiment commun, etc. Et au final, c'est plutôt le scénario du fait de ne pas avoir vraiment d'espace central. D'ailleurs, le bâtiment qu'on voit, qu'on pourrait dire qui est central, ce sont des logements. Là, on n'a pas un bâtiment en particulier. Donc, c'était vraiment pour l'idée plutôt d'être assez traversant et de pas trop hiérarchiser. C'était pas forcément retenu dans nos échanges. Pour compléter la réponse de Marie, l'espace central en question commun de l'opération, c'est des espaces extérieurs. Il y a vraiment un espace végétal qui est plus important à ce niveau-là, à côté du deuxième local vélo, qui est aussi un local atelier qui peut servir à plusieurs choses. Et il y a toute une bande d'espaces plantés qui, pour l'instant, effectivement, va peut-être être moins planté que d'autres zones de l'opération, mais justement pour leur laisser libre de s'investir dans cet espace-là. Donc, pour moi, l'espace commun central, c'est de la végétation et de l'espace pas construit, mais qui est le dernier espace commun de l'opération. D'accord.
Ça fait du coup la transition avec la deuxième partie de la question, à savoir la gestion du coup de la transition espace du coup collectif, qui est du coup suscité par notamment ces espaces communs. Et donc du coup les espaces plus intimes qui sont soit du coup vraiment les effets de seuil au niveau des entrées des logements ou bien même au niveau des jardins. Comment sont gérés ces espaces de transition? J'imagine par le végétal, du coup vous avez commencé par en répondre. Tu veux répondre, Célia? Je peux répondre en partie, tu compléteras. Effectivement, on a chaque logement, en tout cas des rez-de-chaussée, a un espace extérieur à jouissance privative, même si ça reste réglementairement une partie commune, mais ils ont chacun leur espace extérieur. Alors, sur le traitement des espaces extérieurs, il y a toujours une bande plantée assez importante en pied de façade, justement, pour éloigner le piéton quand il passe devant les logements de l'opération, et surtout quand on est sur la partie voie piétonne publique, qui est donc tout un espace qui sera rétrocédé plus tard en fin d'opération. Et puis, notamment, par contre, après, on a travaillé avec eux pour à chacun leur demander est-ce qu'ils voulaient une clôture, pas une clôture, un muret, pas un muret, et chacun a répondu. Donc, il y a certains qui ont des clôtures en ganivelle, d'autres qui n'ont rien du tout parce qu'ils considèrent que ce n'est pas nécessaire et que le végétal va effectivement marquer les transitions d'un espace privatif à l'autre. Et ça a un impact sur les apports lumineux, ces choix-là? On s'est posé la question des apports lumineux dans les logements. Je te laisse Plus répondre, Marie. orientation est. Non, bah ça c'est pareil. Nous, on a fait des simulations. On faisait des simulations. Bon, il y avait les baquettes, mais on faisait des simulations aussi en 3D, ce qui nous permet de voir un petit peu l'ensoleillement. D'ailleurs, certains habitants étaient d'ailleurs plus inquiets parce qu'ils avaient vu les volumétries et les ondes portées que ça pouvait générer. Ils étaient plus inquiets par rapport aux arbres qui pouvaient éventuellement en fait apporter de l'ombre. Donc, on a bien expliqué aussi l'intérêt de l'arbre qui est différent en fait d'avoir un mur en face de toi, et que au contraire, ça pouvait faire filtre pour éviter les surchauffes dans certains espaces. Donc non, c'est vrai, au niveau de la luminosité, c'est un sujet qu'on a bien traité avec eux et qu'on a bien regardé en détail avec nos simulations. Alors, Clémentine vient de s'absenter. Voilà. Clémentine, vous étiez posé à un moment la question de savoir, il y a un endroit où dans l'Axo, il y a un arbre et vous dites, mais c'est impossible de mettre un arbre à cet endroit-là. Alors, effectivement, dans les… Est-ce qu'on a moyen de remettre l'axonométrie ou on est trop nombreux là? Oui, on peut rouvrir. Si Laura peut nous remettre le PowerPoint et on va aller chercher l'Axo. Allez-y. Après, tout au début. Après, c'est possible que l'Axo, il y ait peut-être aussi, elle soit pas forcément… C'est quand même un dessin. Elle est un peu vieille, c'est un dessin, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas le prendre au premier degré. L'idée, c'était quand même de pouvoir conserver tous les arbres de l'alignement le long du cheminement public, qu'on conserve et qu'on conforte. Un autre alignement aussi qui fait la séparation avec les stationnements. Et puis, vous avez tout l'espace vert boisé classé là au sud, là ce qu'on voit tout en bas, qui forme un carré. Donc ça, bien évidemment, tous ces arbres-là et tous les arbres aussi qui mènent aux futurs emplacements des jardins potagers. En fait, au centre de la parcelle, il n'y avait pas d'arbres présents. Il y en avait juste un au bout du stationnement, parce qu'on a beaucoup travaillé avec le SEV. On a travaillé avec le SEV déjà pour voir l'état sanitaire. Oui. Juste pour, il y a des noms nantais dans le public. C'est quoi le SEV? Ah pardon, Service des espaces verts à Nantes. De Nantes. Voilà, donc dès le démarrage du projet, on a été les voir pour vraiment bien compléter au niveau des arbres. Donc déjà voir leur état sanitaire, puisqu'il y en avait notamment qui étaient en très mauvais état et que eux-mêmes nous ont dit d'enlever, et pouvoir surtout, parce que des fois on a des normes, c'est 3-4 mètres autour d'un arbre, mais ça dépend tellement de l'arbre que là on a demandé au CEF de vraiment nous dire par rapport à ce qu'ils estimaient le nombre de mètres, donc le cercle à faire autour de chaque arbre. C'est pour ça qu'on a des cercles très différents sur le site et de pouvoir les respecter, parce que je pense que sinon, si on avait respecté, on va dire, la norme un peu standard, il y a plein d'arbres qui n'auraient pas résisté. Donc du coup, en fait, en termes d'implantation des logements, on a vraiment deux choses qui ont, j'imagine, conditionné ces implantations. C'est les limites du coup séparatives sur lesquelles vous êtes du coup adossés, oui. La conservation du coup de certains arbres avec lesquels vous composez du coup le plan. C'est ça. Et le côté aussi traversant des logements.
il y avait ça aussi. Donc, on est forcément sur des épaisseurs assez calibrées. L'esprit village qui fait qu'on est sur plusieurs petites entités et pas forcément sur un linéaire. Et puis après, bien évidemment, il y a des arbres qui vont être plantés. Et donc là, au sein en fait du dispositif, il va y avoir aussi d'autres sujets. Est-ce qu'on peut aborder un petit peu la question du participatif? C'est vrai que dans la présentation, vous avez été un peu plus précis que dans le document, mais on s'est posé la question de savoir si c'était vraiment au cœur du projet dès l'origine, qui l'a financé, quelle méthodologie a pu être mise en place, et aujourd'hui, à cette étape-là, si vous aviez à refaire, vous referiez comment, autrement, ou vous referiez exactement pareil? Déjà pour démarrer, puis après, il y aura d'autres questions sur le participatif. Qui est-ce qui veut répondre? Peut-être, Célia, tu vas développer, mais juste oui, parce que j'étais très en amont du projet au démarrage, c'est-à-dire quand GHT est venu nous voir, c'était Éric Gérard à l'époque qui est venu nous voir. Oui. Je te coupe, Marie, juste pour les gens qui sont là. En fait, MFLA, GHT, c'est la même entité. C'est 2 noms pour la même société. C'est vrai que j'utilise beaucoup GHT, mais il faudrait que je dise tout. Mais voilà. Merci Célia pour la précision. Voilà. Et donc ils sont venus nous voir donc voilà pour qu'on puisse candidater donc à l'appel d'offres auquel ils voulaient répondre. Et puis il était demandé à l'époque, je me souviens dans l'intitulé, d'avoir 5 ou 6 logements sur 30. Il était estimé 30 logements au début sur cette parcelle par Nantes Métropole. Et ils avaient demandé 5 ou 6 logements participatifs. Et donc, en réfléchissant avec GHT, on s'est dit, mais non, en fait, il faut qu'on propose 100% de participatif. Donc, forcément, on s'est entouré de Wigwam, qui est spécialisé en accompagnement participatif, pour pouvoir faire une proposition vraiment qui tenait la route et qui soit pertinente par rapport à l'enjeu qu'on avait identifié à l'époque. Et sur le qui a financé, c'est la maîtrise d'ouvrage qui a confié une mission à Wigwam. Et donc, comme on est en co-maîtrise d'ouvrage sur cette opération avec Atlantique Habitation, on a participé à hauteur avec une clé de répartition qui est selon la surface de plancher de chacune des entités pour être proportionnellement et équivalent. Donc, voilà, chacun à hauteur, on a participé au financement de cette opération. Mais vous, qui êtes le maître d'ouvrage, vous avez mis des limites à un moment, parce que ça peut ressembler un peu, là on va bientôt avoir Noël, c'est un peu la lettre au Père Noël. Comment vous avez placé les limites? Alors, c'est vrai que les limites, si on revient aussi sur le PowerPoint, si c'est possible, il y a une petite image qui a été faite par Marika dans le cadre des ateliers. Je sais pas si en fait, on ne va pas pouvoir revenir au PowerPoint parce que… Ah ben si, bon, très bien. Donc, c'est sur la slide sur l'habitat participatif. C'est plutôt après, Laura. Après, d'accord. Plus loin. Parce que évidemment, là, celle-là, évidemment, tout n'est pas possible, même si on veut atteindre tous les objectifs et satisfaire tout le monde. La petite image que je voulais vous présenter, c'est celle du milieu qui s'appelle le bac à sable, où effectivement, à cette étape, alors je ne me rappelle plus exactement quand est-ce qu'elle nous a présenté cela, mais c'est assez représentatif sur finalement une image très enfantine de notre vie de tous les jours, de savoir à l'intérieur du bac à sable, on a le droit entre guillemets, de faire ce qu'on veut, et puis il y a la limite, et puis il y a l'extérieur où ça n'est pas possible. Et donc, en fait, à chaque fois, aider de Wigwam, mais aussi aider de Tika sur les limites en architecture, en technique, et nous, en coût, qui avait une répercussion, on leur a donné des limites. Et je pense que les habitants l'ont très bien compris. Il y a peut-être effectivement des choses qu'on n'a pas réussi à faire. On aurait pu mettre encore plus de matériaux biosourcés, par exemple, dans l'opération. Et ça fait partie de la limite. C'était le bord du bac à sable. Et si c'était à refaire dans cette partie participative, qu'est-ce que vous changeriez pour arriver à d'autres résultats? Alors, moi, si je peux répondre, juste pour faire un petit point aussi sur les finances. Donc, le cabinet Wigwam, donc, qui est assistant à maîtrise d'ouvrage, donc, a été financé par MFLA, GHT et AH. Nous, de notre côté, on a eu des honoraires aussi spécifiques pour accompagner aussi les ateliers et être présents. C'est un vrai job, hein, et je pense que c'est dû aussi à ça aussi, qu'il y a vraiment une réussite parce qu'il y a une vraie implication de toute notre équipe de maîtrise d'œuvre sur le sujet.
Et puis après, je pense que c'est vrai qu'à un moment donné, les ateliers s'arrêtent, on va déposer le permis, et après il y a toute une phase donc de pro et DCE, donc consultation des entreprises en amont et de détail, où peut-être là, il aurait été intéressant peut-être aussi d'avoir peut-être 1 ou 2 ateliers complémentaires dans ces étapes-là de projet. Et comment on fait vivre ça sur le long terme? Parce que vous avez quand même obtenu une application très forte. Vous allez avoir des gens nouveaux qui vont arriver à un moment. Comment est-ce qu'on transfère cette implication vers des gens nouveaux? Est-ce que pour le maître d'ouvrage, ça va demander une présence plus forte de personnel pour faire passer le relais? Et avec cette question, il y a aussi l'entretien. Est-ce que vous attendez à ce que les habitants eux-mêmes entretiennent les communs, et comment est-ce que vous les avez mobilisés pour ça? Alors pour les habitants nouveaux, je vais peut-être intervenir puisque là on attend les locataires des 6 logements sociaux qui sont aujourd'hui pas encore connus. Les logements vont être attribués par notre commission d'attribution qui a elle-même énormément de règles. Mais l'objectif, c'est que effectivement les habitants puissent participer et intervenir dans ce projet. Les propriétaires donc ont l'habitude déjà de travailler ensemble depuis longtemps, ont écrit un projet de vie, et dans ce projet de vie, on pensait associer les futurs habitants, et les locataires utiliseront tous les équipements communs, tout est prévu, et c'est nos services. Bien sûr, on a un service gestion locative qui va accompagner ces habitants pour les aider, et je trouve que c'est très bien, même si quelqu'un n'avait pas au départ la même sensibilité que les propriétaires sur des nombreux sujets qu'on a abordés. Je trouve que c'est vraiment de la mixité, et que les gens puissent apprendre et à vivre ensemble, et ça sera une leçon de vie. Je suis sûre que ça va bien se passer. Concernant les équipements, alors il y a le syndic qui est là. C'est pour l'instant en syndic provisoire, le syndic Atlantique Habitation, qui mettra les contraintes d'entretien nécessaires. Mais les habitants ont prévu aussi, donc tout ça reste complètement à caler, d'intervenir dans la gestion, notamment sur les espaces extérieurs, puisqu'ils ont aussi des sensibilités et du savoir-faire. Et on espère aussi que les locataires pourront participer. Merci. Peut-être pour compléter la réponse de Chantal, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais le travail qu'on fait avec eux sur la rédaction du règlement de copropriété, est vraiment important. Donc, on a travaillé avec AGIS comme géomètre sur cette opération-là, qui était aussi très partant sur ce mode de fonctionnement, qui n'est pas forcément évident parce que ça génère beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions, beaucoup de remises en question sur des sujets qui sont et des propositions qui sont apportées par les habitants. Alors, les habitants, quand on les a trouvés, qui sont venus vers nous, ils ne se connaissaient pas entre eux. Ce n'était pas un groupe qui était constitué, c'était vraiment 10 familles ou 11 familles au démarrage, qui ne se connaissaient pas, mais qui avaient tous l'envie vraiment de vivre ensemble et de faire en sorte de se plonger pleinement dans ce projet qui était quand même très particulier. Ils se sont, alors avec l'aide de Wigwam, qui effectivement sur les sujets de gouvernance ont été extrêmement formateurs pour eux, ils se sont tout de suite répartis des sujets. Ils ont par exemple, en cours d'échange avec eux, pour ne pas laisser des personnes être les représentants du groupe, tous les mois, ils changent de trio et ça devient mes interlocuteurs tous les mois. J'ai un trio nouveau. Ils se font des réunions mensuelles très régulières sur des sujets extrêmement précis. Il y a une personne qui est en charge de la partie espace vert, l'autre qui est en charge de la partie représentant règlement de copro. Enfin bon, voilà, plein de choses comme ça. C'est très organisé. Oui. Voilà. Et effectivement, ils sont très organisés et très moteurs et très à l'écoute. Donc, ils sont très, très forts. Ils sont vraiment très bons. Moi, j'ai été très étonnée de voir la cohésion qui pouvait y arriver dans un groupe comme ça de 13 personnes qui se connaissent. Enfin, 13 familles, parce que maintenant, il y a eu des enfants en plus, tout ça, ils sont plus nombreux. Et il y a une question qui arrive à point nommé. Le surcoût, il est de combien, et il a été répercuté comment après aux locataires d'un côté, aux propriétaires de l'autre? Le surcoût. Alors, le surcoût, pour les acquéreurs, je vais parler,
En fait, il n'y a pas vraiment de surcoût pour eux. C'est-à-dire que nous, on est une coopérative HLM, on vend des logements en accession abordable avec un montant plafonné. Et la moyenne, c'est 2 500 € TTC par mètre carré de surface habitable. On n'a pas le droit de dépasser cette moyenne, on ne peut pas vendre plus cher. En contrepartie, les acquéreurs sont soumis à des plafonds de revenus. Et en fait, ce qu'on a fait comme montage, c'est que voilà, on a pris chacune des personnes qui étaient là en leur demandant c'est quoi votre budget sur cette opération. Donc, ils nous ont donné un montant qui comprenait des frais de notaire pour être sûr que leur projet était global. On a enlevé les frais de notaire estimés. Ça faisait un certain montant. On a pris 6% de ce montant qu'on a mis dans un pot commun pour financer la construction des espaces partagés, donc la buanderie, le séchoir, etc. Et le reste, on l'a divisé par 2 500 € du mètre carré et ça faisait leur surface privative. Donc pour eux, il n'y a pas de surcoût. C'est-à-dire qu'ils achètent sur cette opération-là au même coût qu'ils achètent sur n'importe quelle de nos opérations. Et puisqu'on est sur le coût, il y avait une interrogation tout à l'heure sur la différence. On a deux prix qui arrivent et on ne s'y retrouve plus complètement entre 1 450 à un endroit et 1 700 à un autre. Donc, c'est les espaces verts et le VRD. Oui, la différence. Ouais, 1455, c'est juste le coût du bâtiment hors espace vert et VRD, et 1700, c'est tout compris. On a beaucoup de coûts dus aux espaces verts et au VRD du fait de la configuration de la parcelle et du fait aussi de devoir aussi aménager un espace public avec le cheminement. Voilà, tout ça fait que ça pèse beaucoup dans le coût final. C'est clair. Alors, William Attalou, qui est expert désigné par l'Alliance HQE-GBC, vient de nous rejoindre. Je pense que tu as quelques questions sur l'enveloppe, les matériaux, les performances énergétiques, environnementales. Tout à fait. Quelques questions élargies, même s'il y a eu déjà pas mal de réponses apportées pendant ce débat. Déjà d'indiquer effectivement que c'est quand même un bel ouvrage, vraiment qui a su lier l'humain et l'écologie, en mettant les habitants au cœur du projet. C'est un projet réussi, c'est aussi un projet qui est construit avec ses habitants, car il va répondre essentiellement à leurs demandes et c'est très bien réalisé. Donc plusieurs questions effectivement qui n'ont pas été soulevées pour le moment par rapport au bois notamment. Donc le bois il est omniprésent au sein du projet. Murasse sur bois, bardage bois. Est-ce qu'il y a une démarche de bois local français qui a été entreprise voilà, comment le bois il a été également retenu, notamment en bardage par rapport à son vieillissement. Voilà, quelques questions notamment sur le bois dans un premier temps, puis après je poursuivrai, je pense. Oui, donc sur le bois en ossature, donc dans les panneaux, on est sur des épicéas qui sont donc PEFC. Sur les bardages, on est sur des Douglas. Là, pour le coup, on est sur PEFC aussi, mais on est sur de la provenance locale. Où exactement, je ne saurais pas vous dire, mais ça, faudrait poser la question Française, à l'entreprise. Voilà, française. D'accord, une réflexion tout à l'heure, ok. Voilà, et pareil sur aussi les structures ossatures qui sont comme le séchoir par exemple, qui sont visibles. On est sur des Douglas aussi. Purgés d'aubier. On est sur des Douglas purgés d'aubier. Ouais, donc c'était un vrai choix. Naturellement durable, il n'y a pas de classe 3, traitement. Ouais, c'est ça. Donc, et la provenance, c'était vraiment une question qui se posait pour vous ou c'est un hasard que ça aboutit comme ça? Non, mais ça se pose pour nous, pour tous les projets. De toute façon, votre on demande. Démarche, bien sûr, donc après, bien évidemment, tout ça, c'est une question de possibilité aussi et financière. Donc, on essaye aussi de composer intelligemment pour tout ça. Mais en base, on demande bien évidemment que ce soit le plus possible local et non traité dans la mesure du possible. Mais effectivement, ça nécessite aussi d'identifier la ressource, peut-être une cartographie aussi des matériaux locaux. Oui, on est en train de faire une super carto en ce moment, donc en effet, effectivement d'avoir une réflexion à la fois sur les entreprises, sur les savoir-faire et sur les ressources, qui permet effectivement de limiter tout ce qui est empreinte carbone, empreinte environnementale, et aussi développer des réseaux locaux et dynamiser aussi les territoires. Et ça, c'est le cas avec la paille notamment. La paille, ça, c'était une grosse attente là-dessus. C'était une attente là-dessus et le choix a été raisonné là-dessus. Vous n'avez pas mentionné, mais c'est vrai que vous avez aussi une réflexion complémentaire sur le choix des isolants, puisque vous mettez la ouate de cellulose sous les rampants, si je ne me trompe pas. Non, ça, on n'a pas pu le faire, en fait. C'est une option qui n'a pas été retenue à l'appel d'offres. Pareil, pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques, d'accord. Ouais, malheureusement. D'accord. Alors, un projet
un projet qui met en avant effectivement, on a vu les systèmes construits biosourcés, bas carbone, l'utilisation de certaines énergies renouvelables, une limitation aussi de l'imperméabilisation du sol. Comme vous savez tous, il y a l'expérimentation E+C- qui s'est lancée il y a quelques années, qui est une démarche qui est engagée dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte en vue de la préparation à la future réglementation environnementale RE 2020. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a une analyse de cycle de vie qui a été menée? Quel est le retour par rapport au niveau E+C- sur ce type d'opération? Voilà. Célia, ton micro. Est-ce que vous avez fait une analyse de cycle de vie? C'est ça, exactement. En fait, je disais à Chantal que je te laissais répondre, Marie. Ah ouais, ok. Alors, l'analyse de cycle de vie était prévue au démarrage du projet, n'a pas été retenue par la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé avoir les infos, mais voilà, ça n'a pas été. C'est une mission qu'on n'a pas confiée à notre équipe. Et puis à cette époque-là, on parlait pas encore du E+C- en 2016. Et c'est vrai qu'il aurait pu y avoir une étude de fait depuis, mais ça c'est du ressort de la maîtrise d'ouvrage plutôt. Voilà, j'allais dire, il n'est pas encore trop tard. Donc cette possibilité-là peut encore s'offrir à vous, parce que c'est vrai que ça permettrait aussi d'avoir un retour d'expérience liant à la fois l'approche économique et l'approche du coup de matérialité, de mode constructif et de projet, pour avoir un vrai retour d'expérience sur ce type d'ouvrage, qui est nécessaire aussi sur la définition aussi des objectifs, puisqu'à terme, la RE 2020 va nous imposer à tous. C'est vrai qu'on l'entend aujourd'hui, et on peut maintenant, je pense, se poser la question de savoir si on va plus loin pour voir où se situe ce projet sur cette échelle-là. Par rapport au... William, juste un petit retour en arrière sur le bois non traité en épicéa en structure. Jean-Michel Mésange a un petit doute, il se demande si c'est vraiment possible. De quoi? J'ai pas entendu. Le bois non traité épicéa en ossature. En ossature quand c'est fermé, classe 2. D'accord. Voilà, classe 3 par contre en bardage, bien sûr. Et sur la législation... Et là, il faut que ce soit purgé d'eau biais ou traité. Et vous n'avez pas été gêné par la législation antithermique là-dessus? Non, c'est une bonne question, mais non, on n'a pas. J'ai pas en tête exactement comment on est classé au niveau de Nantes, mais dans tous les cas, si on avait vu une problématique au niveau des surbaux, on aurait mis les barrières antithermiques. Donc non, là-dessus, on a une équipe qui est assez carrée, donc je pense qu'on est bon. D'accord, très bien. William, je te... Oui, alors après, il y avait juste un petit point sur le matériau de finition, finalement, d'un point de vue aussi approche globale, écologique ou qualité d'air intérieur. Est-ce qu'il y a une réflexion complémentaire qui a été menée là-dessus, ou choix des peintures, choix des sols, pas nécessairement? Non, ça c'est menuiserie extérieure. Marie, peut-être. Ouais, alors il y a les menuiseries mix bois alu. D'accord. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais ça c'est vraiment c'est un plus, parce que mix bois alu, on met plutôt dans du haut de gamme, logement haut de gamme. Donc au niveau thermique, c'est super. Au niveau aussi, ne serait-ce que de l'esthétique intérieure, c'est super. Par contre, on avait proposé tout bois aux habitants. Ils étaient hyper sceptiques par rapport à l'entretien extérieur. C'est pour ça qu'on est parti sur le mixte. Donc ce qui convenait à tout le monde. Après, nous, bien évidemment, on est très sensible dans notre démarche et on est formé d'ailleurs pour la qualité sanitaire des logements. Donc on a conseillé, on n'avait pas de mission spécifique là-dessus, mais on a conseillé les habitants, notamment quand ils font le choix de leur finition, que ce soit les sols ou peut-être des choses qui se réservent en peinture. Là, pour le coup, on peut conseiller, quoi. Mais il y avait rien d'écrit. Il n'y avait rien d'écrit, voilà, dans le CCTP à ce sujet-là, parce que là encore, on est plus contraint au niveau des coûts dès qu'on commence à aller sur ces sujets-là. D'accord. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est que comme on est contraint sur le coût global du bâtiment, tout ce qui est revêtement, aujourd'hui c'est du choix du revêtement PVC ou du carrelage, c'est des choses qui peuvent évoluer rapidement dans la vie d'un bâtiment. Dans 10 ans, dans 15 ans, on peut remettre ça en cause, tandis que la structure du bâtiment bois-paille, c'est quelque chose qui reste beaucoup plus longtemps. Qui est périn, c'est vrai. Moi, je suis un dernier truc. Sur oui, allez-y. Célia. Sur les menuiseries extérieures en bois alu. Alors effectivement, à l'intérieur, c'est du bois naturel chez les gens. Et le fait d'avoir, sur cette opération, réussi à mettre de l'alu, ce qui est quand même pas toujours le cas sur nos opérations, je l'avoue très clairement, ça a permis, par rapport au travail de Tika, d'avoir des menuiseries qui sont vraiment intégrées à la façade. C'est-à-dire que toutes les menuiseries qui sont intégrées dans les façades en bardage bois sont dans un gris un peu anthracite. Toutes les façades toutes les fenêtres qui sont intégrées à des façades en enduit blanc sont blanches.
Donc, il y a vraiment un travail d'association de D'insertion. la fenêtre et du matériau extérieur qui est très fin et très réussi. Une dernière question, William? Peut-être sur l'énergie, c'est vrai qu'il y a une ambition qui est portée RT 2012, moins de 10%. Il y a pas mal de questions là-dessus, de gens qui se demandent, mais voilà. Est-ce que à ça a un niveau de été performance finalement, meilleur? c'était un objectif initial, mais est-ce que dans la réalité, finalement, au vu des démarches entreprises, on va au-delà par rapport au mode constructif, par rapport voilà, aux différentes dire, techniques mises en œuvre? Est-ce qu'on a dépassé? Est-ce qu'il y a eu un calcul RT exé qui a été remis à jour, qui montrerait une performance qui irait au-delà? Oui, ça a été remis à jour, hein, c'est bien RT 2012, moins 10%. Je pense que on est moins dans le calcul, en fait, sur ce projet-là. On est Oui, moins dans les calculs, je pense que vous l'avez compris. Donc, c'est bien vrai sûr. que on a privilégié aussi voilà, la qualité de vie. On a quand même des bâtiments très Tout à fait. découpés, même si on arrive à avoir des bio assez performants. On sait quels sont les avantages qu'apportent les parois ossature bois avec de la Tout à fait. paille, qui sont peut-être un peu moins quantifiables dans des calculs RT. Donc, c'est peut-être aussi ce qui explique. On n'a pas notre bureau d'études fluides thermiques qui pourrait aussi peut-être parler sur le sujet avec nous, mais c'est vrai que voilà, on est moins dans les calculs, quoi. Mais vous auriez pu viser le passif, en fait, avec la paille. C'est pour ça que certains se demandent, mais pourquoi vous n'avez pas été... Je pense que pour faire du passif, en fait, il aurait fallu qu'on fasse des barrettes avec beaucoup moins découpées. Clairement, hein, on a l'exercice sur d'autres projets, ce qui n'était pas forcément ce qu'on a fait. On a fait l'exercice en atelier, ce qui n'était pas voulu, notamment pour conserver l'intimité des gens. Les gens, qui ont travaillé avec nous, ils étaient tout à fait conscients aussi des limites du partage et du tous ensemble, et donc ils voulaient pas de ça. Voilà. Mais sinon, bien sûr, on a fait l'exercice de travailler une grosse compacité qui nous aurait, je pense, amené vers du passif. Après, c'est vrai que les calculs passifs sont pas les mêmes parce qu'ils vont prendre toutes les consommations. Donc, c'est pas le même logiciel qui est mis en place. C'est un logiciel spécifique PHPP. Donc, on reste pas sur les mêmes domaines aussi de spécificité. Le calcul RT reste très réglementaire. Donc, c'est pas la même approche. On a une question aussi sur le chauffage électrique et qui va assez dans le détail et qui se demande d'abord si c'est compatible avec la maîtrise des charges dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis, s'il n'y avait pas aussi d'autres options, tout en gardant sur l'électrique, mais avec des systèmes plus actuels. Voilà, il y a un peu d'interrogation là-dessus, sur le mode de chauffage. Vous avez dit que vous aviez prévu des réservations pour faire du chauffage des poêles à bois. Enfin, on a l'impression que c'est un peu... C'est pas complètement... Si, il y a eu des ateliers sur le choix du mode de chauffage avec les habitants, avec le bureau d'études thermiques et l'économiste, où tous les choix, enfin les différents choix possibles ont été détaillés. Et on a choisi déjà le chauffage électrique. Alors nous, on a une expérience comme bailleur social. Et on sait que dans la maîtrise des charges, le chauffage électrique permet déjà d'avoir qu'un seul abonnement. Donc déjà, voilà, c'est moins de charges qu'un abonnement gaz, un abonnement électrique. Et quand on a des bâtiments très performants, on a à Nantes, dans la région de Nantes, peu besoin de chauffage. Et les convecteurs électriques sont très simples à manipuler. On peut ne pas le mettre dans la chambre, le mettre un peu c'est vraiment très simple d'usage. Et donc, vous avez Laurent Billot, par exemple, qui nous dit si le chauffage avait été en biomasse, le projet aurait pu frôler le niveau passif. D'ailleurs, je ne vois pas très bien le rapport entre l'énergie et l'enveloppe, mais comme je disais aussi, en termes de contrat de maintenance, on regarde pour pas avoir des équipements très compliqués et très coûteux à entretenir. Voilà, le chauffage électrique, un ballon thermodynamique, c'est quand même très simple et il y a très peu de charges. En fait, les réservations des poêles, c'est que dans les logements en accession. Mais en fait, et ce que nous dit Laurent Billot, c'est que le besoin de chauffage aurait été beaucoup Exactement, c'est ça. Le besoin de chauffage est beaucoup plus réduit. Donc, ça dépend aussi du type d'électricité, enfin du type d'énergie qui est choisi. Après, voilà, on n'a pas parlé de calcul, mais c'est sûr qu'une STD, une simulation thermodynamique ou un calcul PHPP selon passif aurait permis d'estimer de manière plus fiable les consommations réelles, on va dire. Ouais, c'est pas encore systématique dans les cahiers des charges, ce Tout à fait, genre de mission. c'est ça, d'une autre approche qui est...
qui va au-delà de Mais c'est vrai que c'est l'aspect très intéressant. réglementaire. Tout à fait, oui, tout à fait. Une dernière question, les conditions de revente, à la fois par les choix très personnels, puisque les gens se sont impliqués dans ce projet, et puis les choix des modes constructifs. Vous avez commencé à réfléchir à ça? Est-ce qu'on est dans des conditions de revente tout à fait classiques, ou est-ce qu'il y a des spécificités? Bah, c'est conforme à notre principe de logement PSLA, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire que les personnes qui achètent ici, enfin, dans les opérations dans le cadre de la location-accession en PSLA, ont une durée locative entre 6 mois et 2 ans maximum. Au terme de ces 2 ans maximum, ou avant évidemment, ils lèvent l'option et ils deviennent pleinement propriétaires, avec des conditions, c'est d'habiter le logement. Ça ne peut pas être un logement qui est reloué, donc c'est vraiment leur résidence principale. Et avec, alors en fonction des sites, pour le coup, des lieux, là pour le cas, enfin, pour ce projet, ça l'est, une clause antispéculative de 7 ans, je crois, je ne veux pas me tromper, mais je crois que sur celui-là, c'est 7 ans. C'est passé à 10 sur certaines, sur Nantes et sa métropole, certains endroits. Et donc voilà, pendant 7 ans, il n'y a pas de possibilité de revendre son logement. Après, là, les habitants, pour l'instant, sont engagés auprès de nous. Tant qu'ils n'ont pas signé chez le notaire, ils sont engagés auprès de nous. Effectivement, ils peuvent à tout moment quitter le projet. Et j'avoue que sur cette opération-là, ça n'a pas été le cas. Ils sont tous là depuis le début. Ça arrive qu'on ait des annulations quelques mois avant la livraison du logement, parce que les gens se rendent compte, je ne sais pas, que c'est trop bruyant, que c'est finalement, enfin, voilà, pour plein de sujets de vie personnelle. Donc, c'est les mêmes conditions de revente que n'importe quelle opération de logement que fait la maison familiale de Loire. Pendant que vous préparez vos petits mots de conclusion, j'invite les participants à voter. Alors, pour ceux qui ne participent pas régulièrement à nos C'est positif, toujours par un vote. Donc, vous avez dans la rubrique sondage, à côté du chat, la possibilité de vous exprimer. Alors, tout le monde a le droit de voter, y compris ceux qui ont présenté leur projet. Ce qu'on va vous demander, c'est si à votre avis, ce projet peut s'intégrer dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire, suivant les niveaux de performance qui ont été choisis. Donc, voilà, vous avez des réponses assez simples, c'est oui, non, on ne se prononce pas. Et puis, on vous pose ensuite quelques questions sur l'organisation de ces positifs. Ça, c'est pour nous permettre de nous améliorer. Donc, pendant que le public vote, et on vous donnera dans quelques instants le résultat, je ne sais pas laquelle d'entre vous a envie de nous dire un petit mot de la fin, ou quelque chose où vous regrettez de ne pas avoir assez approfondi un sujet et que vous aimeriez nous dire un petit mot sur quelque chose qui vous a semblé important et qu'on n'a pas abordé. Moi, j'aurais peut-être juste une petite question complémentaire. Clémentine. Je reviens par rapport donc à la co-conception avec les habitants. Je voulais juste savoir si ça avait eu un impact. Donc, ce dont vous avez parlé aussi pendant la présentation, le fait qu'il y a eu des espaces communs qui ont vraiment bien été développés. Est-ce que ça a eu un poids dans le nombre de logements finalement proposés dans l'opération? Voilà, est-ce que ça a eu des impacts en termes de... Sur le nombre de logements, non, je ne pense pas. Au final, ce qui a eu des impacts sur le nombre de logements, c'est plus la complexité du terrain, la présence des arbres dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, en fait, ce qu'on a limité, c'est-à-dire qu'on a pris les 6% de chacun et ça a donné une surface, finalement. Et ça s'est transformé en surface. Après, au final, ils ont quand même un peu plus que les 6% en question, parce que notamment, par exemple, le séchoir, c'est le résiduel de la terrasse qui est étanché entre deux émergences. Donc voilà, on a pris tout l'espace, on n'a pas fait juste 25 mètres carrés, alors qu'il y a 35 mètres carrés qui sont disponibles à cet endroit-là. Dès le départ, on savait en fait combien de mètres carrés on pouvait faire de locaux communs, puisque c'était 6% en fait de la surface de chaque logement. Et comme chacun avait dit, moi je veux un T2, un T3, un T4, etc., on avait fait le calcul approximatif, bien évidemment, et ça nous donnait en fait une enveloppe à ne pas dépasser. Et vous n'avez pas réduit les surfaces privatives du fait qu'il y avait des surfaces partagées? Si, les surfaces en fait privatives, il y a 6% qui vont dans les espaces partagés en fait dans le pot commun. Donc du coup, elles sont un peu plus petites. Acceptent d'avoir un logement qui est un peu plus petit que ce qu'ils auraient pu se payer sur une autre opération classique, on va dire. Et ça permet des espaces communs qu'ils peuvent utiliser. Si on avait été jusqu'au bout de la réflexion, on aurait pu même
en fait, faire un projet moins important en surface, c'est-à-dire que le fait de mutualiser permet de réduire globalement en fait ces surfaces, qui est compliqué en fait à faire accepter puisque c'est payé, etc. Mais dans l'idéal, en fait, on aurait pu même tendre jusqu'à réduire globalement les surfaces, vu qu'on les mutualise, normalement, on devrait avoir moins de surfaces nécessaires. Je vais remercier William Attalou qui va s'absenter maintenant et je vais demander à Laurent Rousset, président de Novabuild, de nous rejoindre, qui fera le mot de la fin. Et pendant qu'il nous rejoint sur scène, est-ce que Chantal, Célia ou Marie, vous voulez dire un petit mot Moi, je veux bien juste, en fait, j'ai oublié de la passer. C'est la dernière photo où il y avait une image du chantier avec les habitants. Je trouve qu'elle est hyper chouette. Elle résume bien la démarche. Je ne sais pas si on peut la remettre, si Laura peut nous la… C'est la dernière photo. Effectivement, elle est importante et elle est chouette cette photo parce que dans la démarche de l'implication quand même des le chantier. Voilà, ils suivent le chantier. Alors le Covid a un petit peu tout bousculé parce que nous on s'était engagé à les faire venir une fois tous les 3-4 mois par groupe, au moins un représentant par famille, donc 13 à visiter le chantier. Donc ça c'est la visite qu'on a réussi à faire en juillet entre deux Covid. Bon, mais au-delà de ça, pour les consoler, je ne sais pas si on peut dire ça, tous les mois, je leur fais une espèce de petit journal sur l'avancement du chantier avec plein de photos que je prends en essayant de le personnaliser, en disant, voilà, moi, je suis dans le salon de Serge, dans celui de Pauline, je regarde j'essaye de faire ça un peu personnel et quand même technique sur l'avancement du chantier. Et c'est vrai que cette photo, elle est très chouette parce qu'ils sont très souriants, hyper fiers devant leur petit ballot de paille. Et ils étaient extrêmement contents du projet. Moi, ce que je peux juste dire en conclusion, c'est que je vous remercie vraiment, Novabuild, de nous avoir sollicité pour la présentation de ce projet. Le travail qui a été fait avec Tika, Wigwam et Atlantique Habitation et tous les habitants qui sont quand même vraiment très, très importants sur ce projet a été vraiment enrichissant, très, très personnel aussi parfois, très formateur. Et ça fait partie des beaux projets de MFLA dont je suis assez fière d'avoir suivi l'évolution depuis que je suis dans la société. Donc, c'était septembre 2016. Et j'ai hâte, tout comme les habitants, que l'opération soit livrée et qu'ils habitent dedans. Moi, simplement, juste avant de donner le mot de la fin à Laurent Rousset, je vais vous donner à vous votre mot de la fin. On a fait un vote avec le public et vous avez un magnifique chiffre de 93% de oui. Donc, félicitations, ce projet rentre dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire. Et donc, si vous voulez bien, je vais donner la parole à Laurent Rousset, président de Novabuild, tu assistais, je crois, à toute la séquence. Tu fais avec intérêt, c'est positif. Et celui-là, tu as voulu le faire en entier. Alors, oui, et je ne regrette pas. Donc, déjà, bravo à tous, parce que à Marie, Célia, Chantal et puis toutes les équipes derrière vous. Moi, je vois dans ce projet-là vraiment un projet précurseur, en fait. Précurseur de ce qu'on attend. Vous savez que on est dans ces questions aujourd'hui de relance post-Covid, après cette crise économique aussi qui nous touche. Et j'étais encore hier soir avec l'ensemble de la communauté des entreprises de l'agglomération. Et c'est vrai que j'étais un peu inquiet de voir que la question de la primauté qu'on doit donner à une relance future, j'espère imminente, sur une trajectoire carbone, n'était pas la priorité. Alors, je la comprends aussi parce qu'il y a beaucoup de difficultés actuellement, donc les gens sont menés dans le guidon. Mais c'est vrai que cette question carbone et climat, dont vous savez que Novabuild a fait son cheval de bataille pour les années qui viennent, n'était pas vraiment encore dans tous les esprits, peut-être embué par la crise forte. Je trouve que votre projet, dans ce sens-là, est vraiment inscrit dans cette belle trajectoire carbone qu'on doit tous prendre, et cela à deux niveaux, en fait. Déjà, je trouve que dans le processus de conception, c'est assez précurseur et novateur. À savoir, quand on regarde bien l'ensemble des entités que vous avez mis en jeu dans ce projet, les 5 grandes familles, à savoir déjà votre maîtrise d'ouvrage qui est quand même assez atypique. On est sur cette partie, alors je ne sais plus si c'est GHT ou MFLA, mais enfin, je crois que c'est l'un c'est la même chose. C'est la même chose. C'est vrai que le logement coopératif tel que vous l'avez associé
je dirais peut-être à l'entité plus classique, Atlantique Habitation, et je le trouve déjà assez intéressant. On voit des belles choses de ce genre de plus en plus dans le paysage. J'ai mis une petite référence à la ferme du Rail, par exemple, qui m'a fait penser à votre projet à Paris, qui est dans ce genre où on va chercher du financement avec un esprit très coopératif. Donc ça, je pense, cette première entité qui a été sollicitée ou construite comme ça est très intéressante dans ce projet. On a vu que vous associez Atlan-Bois, Novabuilt, bon, bien sûr, le CEV, etc. Donc, le monde associatif, les clusters institutionnels, vous vous êtes appuyé dessus aussi. Donc, deuxième entité, pas si classique que ça dans tous les projets. Et puis, la troisième, qui est assez surprenante, c'est la façon dont vous avez géré cette histoire de faire participer les gens avec l'animation de Wigwam, tout à fait pertinente. Voilà. Déjà, dans ces trois configurations-là, vous êtes, je trouve, précurseur. Et puis, vous avez forcément intégré aussi des entreprises RSE dans votre démarche. Et puis, alors, le cinquième élément, c'est la maîtrise d'œuvre qui était forcément engagée. Donc, félicitations aussi aux architectes en tout premier lieu et puis leur bureau d'études. Donc, voilà. On voit bien que cette conception, je dirais, bac à sable, comme disait Marika, donne toute sa force parce qu'elle est composite et un peu systémique. Et du coup, pour conclure, je trouve que le résultat, la mise en œuvre finalement, il joue sur deux choses très intéressantes. Un, dans la matérialité de votre projet, on voit bien que vous êtes, alors là, super raccord avec ce qu'on essaie de faire, vous savez, sur Pyramide-les-Îles, les fameux pas de côté. Là, vous êtes vraiment dans cette idée de vivre avec les écosystèmes, vivre avec le paysage. C'est un des éléments clés de votre mise en œuvre. Je dirais aussi même déclencher, ça nous est on est très attaché à ça, déclencher les filières. Je me rappelle encore, il y a 7-8 ans, qu'on essayait d'intégrer de la paille dans nos isolants. Il y avait peu de gens courageux pour commencer à le faire. Et c'est vrai qu'on voit que plus il y a de projets qui se mettent en œuvre comme ça, avec, vous l'avez vécu, des choses à défricher, des complexités sur le contre-rendement, l'humidité, parfois la tenue au feu, etc. Mais vous l'avez fait, vous avez un exemple de plus dans le paysage et ça déclenche les autres. Donc finalement, c'est parce qu'il y a des opérations comme les vôtres qui défrichent que finalement d'autres vont naître derrière. Et c'est ce qu'on appelle les filières vertueuses de la transition. Bois, paille, champ, chaux, pierre, terre, etc. Ça y est, c'est parti. Et William disait tout à l'heure, le chantier de proximité, ça, c'est l'enjeu carbone de demain pour mettre en œuvre. Aller chercher la matière pas loin, la transformer pas loin et la mettre en œuvre de façon proche. Donc ça aussi, c'est très fort dans votre projet. Et puis enfin, c'est ce qui est cherché aussi sur P1000, cette façon de permettre aux gens de vivre autrement. Moi, je trouve que vous l'avez bien mis en œuvre, en exergue aussi dans votre présentation, ce projet-là, puisque c'est les gens qui ont donné leurs avis tout au long de la conception, finalement, sans rien leur imposer, parce que c'est aussi leur volonté qui se retrouve dans la matérialité, ils vont sûrement pouvoir interroger leur façon de consommer, se déplacer, vivre avec la nature différemment dans leur propre trajectoire carbone. Voilà, donc l'industrie de la construction est sur le plan carbone vertueuse, on vient de le dire. Vous y avez associé les institutionnels qui ont aussi à jouer leur rôle dans la trajectoire carbone, et bien sûr l'individu au centre. Donc là, il y a les trois piliers du bas carbone, l'industrie, enfin l'économie, les institutions qui font les lois, et puis les gens, la façon dont ils vivent. Et je dis bien sans rien imposer, vous leur permettez de vivre sûrement de façon plus décarbonée demain. Donc voilà, pour tout cet ensemble, je trouve que moi je trouve que c'est un petit projet, 19 logements de ma fenêtre, je trouve que c'est un petit projet, mais tellement symbolique sur tout ce que je viens d'énoncer, pour moi il en fait un grand projet, vous voyez, très riche. Donc bravo encore. Merci. Merci beaucoup Laurent, merci à nos trois intervenantes et bravo encore pour votre projet. Merci aussi à nos deux partenaires, l'Alliance HQE avec William Matalou aujourd'hui et le réseau des CAUE avec Loire-Atlantique Développement. Merci à toutes d'avoir permis ce C positif et on vous donne rendez-vous en janvier pour une nouvelle séquence. Bonne fête d'ici là, ça y est, on commence à dire bonne fête, ça paraît un peu bizarre, mais ça y est, c'est parti. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.